SRADET, qui est vraiment une démarche absolument fondamentale et structurante. Pour nous, c'est à partir de cette démarche que s'exerce véritablement notre responsabilité première au service du développement et de l'attractivité de notre région. On n'est pas sur un exercice techno, comme j'entends souvent, oh là là, c'est technocratique, on est au cœur des réalités de questionnement, de vie de nos territoires. Et nous portons une grosse responsabilité dans l'élaboration de ce schéma, puis en même temps, nous avons un devoir de très grande concertation. Donc, nous allons d'étape en étape, et voici une nouvelle étape. Donc, Éric Coulet. Merci, Madame la Présidente, et bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer ce matin. Je disais bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'avais pas eu le plaisir de saluer ce matin. Et je veux donc m'exprimer ce matin pour un propos d'étape relatif au SRADET, en pleine entente avec mon collègue José Almeida, dont je porte aussi la voix ce matin, puisque nous travaillons étroitement ensemble. Et je vais démarrer par un exercice formel à la demande prescriptive, si j'ose dire, des principaux cadres territoriaux qui travaillent avec nous sur ce dossier, Olivier Ritz et Rachel Fourmentin, que je remercie au passage, et qui me demandent de procéder à une modification de la formulation de l'objet de la délibération pour sécuriser juridiquement la démarche. Donc, pour être totalement conforme à un article, je vous passe les détails de la loi Notré, bien connue, il est proposé de remplacer débat sur les grandes orientations du SRADET par débat sur les grands objectifs du SRADET. En effet, la délibération que je vais vous présenter aborde bien les grands objectifs stratégiques du SRADET et leur déclinaison en orientation, et donc cela n'engendre aucune modification sur le fond du rapport. Voilà. Donc cette précision formelle effectuée, j'entre dans le vif du sujet et sur ce rapport d'étape en vous présentant d'abord un état d'avancement de nos travaux, parce qu'il s'agit bien de travaux collectifs. Donc, en rappelant quelques éléments de contexte, donc le SRADET est un nouveau schéma, vous le savez, institué par la loi Notré du 7 août 2015. Il représente une évolution déterminante pour la région car il sera intégrateur, on l'a rappelé encore hier, de multiples dimensions thématiques et d'autres schémas. C'est un peu le schéma des schémas. 12 domaines et 5 schémas, 11 domaines obligatoires par la loi auxquels nous avons rajouté le numérique de façon volontaire. 5 schémas qui devront être accolés à ce SRADET. Donc, schéma intégrateur, mais aussi schéma prescriptif. Donc, j'ai dit en commission 4 que la prescriptivité, c'était notre prochaine étape. J'ai donné quelques éléments de réflexion préalable sur ce sujet-là aux membres de la commission 4, mais j'ai aussi dit que nous n'en étions pas encore là et que je n'aborderai pas ce sujet devant l'Assemblée plénière aujourd'hui. Si vous posez des questions à ce sujet, évidemment, j'y reviendrai. Mais j'ai donné déjà quelques pistes aux membres de la commission 4. Le SRADET constitue un outil essentiel à la construction de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Ai-je besoin de le préciser et de le rappeler comme l'a fait Madame la Présidente il y a quelques instants. J'insiste sur le fait que ce schéma est élaboré dans le cadre, et c'est bien normal, d'un large processus de concertation et d'association. J'avais promis aux membres de l'Assemblée quelques précisions comparatives sur les coûts du SRADET. Vous m'aviez interrogé sur les 450 000 € mobilisés pour conduire cette démarche et sur le recours à l'assistant à maîtrise d'ouvrage que nous avions. Donc moi j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait dans d'autres régions, parce que je vous avais promis des éléments de transparence à ce sujet. Donc je vous donnerai quelques exemples. Si nous mobilisons 450 000 € sur le SRADET, et vous l'aviez
vous aviez été peut-être un peu dubitatif parfois sur ce chiffre. J'ai pu noter que la région PACA, par exemple, engageait une somme exactement comparable, de même niveau. J'ai noté que dans le Grand Est, 1 300 000 € étaient mobilisés pour conduire cette démarche. Et j'ai relevé qu'en Bretagne, pour ne pas prendre que des régions de même sensibilité politique au niveau de leur exécutif, 850 000 € étaient mobilisés pour conduire cette démarche. Donc, j'ai rien trouvé honnêtement d'anormal, même si j'ai pointé aussi que dans d'autres régions, en particulier la région Rhône-Alpes-Auvergne, le choix avait été fait d'internaliser complètement la démarche, mais de mobiliser des moyens considérables en ingénierie interne, avec peut-être des recrutements à la clé. Ça, je ne suis pas allé jusqu'à vérifier jusqu'au bout, honnêtement. Alors, je rappelle des éléments rétrospectifs de calendrier sur le lancement de la démarche. Nous avions commencé par faire une information à la CTAP, c'était le 24/11/2016. Deux délibérations sont venues devant notre assemblée plénière. Une délibération de lancement les 12 et 13 janvier 2017 et une première délibération d'orientation en forme plutôt de diagnostic territorial, c'était le 29 et 30 juin dernier. Donc nous sommes à la 3e étape devant l'assemblée plénière pour ce SRADET. Nous avons organisé une grande journée de lancement, demi-journée de lancement à Beaune, c'était en avril, avec une très forte participation des territoires, de leurs élus et de leurs acteurs, puis conduit des ateliers transversaux de concertation de juin à septembre, avec un atelier de synthèse qui s'est tenu au seuil de l'automne à Saint-Apollinaire, donc à 2 pas d'ici. Nous avons enregistré aussi de nombreuses contributions à ce SRADET lors de ces ateliers thématiques et je veux souligner tout le travail qui a pu être fait par les directions opérationnelles du Conseil régional pour nous aider à avancer dans le processus. Ont été également associés à cette démarche la conférence métropolitaine, la conférence des territoires qui s'est tenue dans cette salle au mois d'avril dernier. Excellente collaboration que je veux souligner avec les services de l'État. La création d'un groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises, que j'ai eu le plaisir de présider une fois, donc qui associe, et vous considérez que c'est tout à fait normal, les SCOT, les intercommunalités porteuses de PLUI et nos 3 parcs naturels régionaux qui sont fortement concernés par une démarche de ce type. Les contributions du Césaire, que nous n'avons pas oubliées, et j'en profite, parce qu'on ne le fait peut-être pas souvent, pour vous recommander la lecture d'un excellent document élaboré par le Césaire sur les dynamiques territoriales, quelle combinaison gagnante. C'est un document de grande qualité dont je vous conseille la lecture et une réflexion qui est menée parallèlement par l'Assemblée associée dans le cadre de l'élaboration de notre SRADET. J'ai parlé de la CTAP tout à l'heure, et c'est vrai que nous avons mis en place pour le SRADET un groupe de travail spécifique au sein de la CTAP, donc qui est dédié au SRADET. Enfin, nous recueillons les contributions des citoyens, des acteurs sur la plateforme Je participe, et j'ai d'ailleurs été surpris de voir quand même un certain nombre de contributions de bonne qualité sur cette plateforme à propos du SRADET. Quelques éléments de calendrier. Donc je ne reviens pas sur ce que je viens de dire. Par contre, dans le travail qui va s'ouvrir maintenant, vous voyez que nous allons organiser avec José Almeida des rencontres bilatérales avec les territoires infrarégionaux, donc cette fois-ci sous forme de contact direct entre les élus, nos services et les territoires, mais aussi avec les territoires limitrophes, qu'ils soient métropolitains ou qu'ils soient frontaliers. Je pense évidemment à la Suisse. Nous allons avoir un travail également de nouveau en atelier, donc une deuxième série d'ateliers, pour nous conduire vers l'étape suivante, qui est celle, vous l'avez bien compris, qui est attendue, qui fait peur parfois, celle de la prescriptivité. Donc, dans le semestre qui vient,
vous le voyez sur vos écrans, eh bien, des rencontres bilatérales, cette fois-ci avec les territoires de toute nature, pas seulement les territoires urbains, je le précise, mais aussi une deuxième série d'ateliers thématiques, sans oublier les territoires limitrophes. Et ça, c'est José Almeida qui va mener cette concertation. Alors, les enjeux. Vous avez pu, je pense que c'est M. Grappin qui a fait référence hier dans son intervention, lire le travail qui avait été élaboré en interne sur les enjeux pour la région du travail que nous menons. Il y a un travail sur les enjeux qui a été fait, qui a le mérite d'exister, que vous avez pu lire. C'est une bonne base de travail pour situer les défis qui sont devant nous. Et donc, se dégage effectivement un certain nombre d'enjeux de cet état des lieux. D'abord, le fait que notre région, elle est caractérisée par la diversité de ses territoires. Je pense qu'il faut le prendre comme un atout, quelque chose de précieux, même si ça nous oblige à renforcer les logiques de réciprocité, de complémentarité entre ces territoires de nature différente. Notre région, elle est également dotée de ressources remarquables, mais vulnérables, et à utiliser, nous en sommes, je pense, tous d'accord sur ces bancs, de façon plus durable, plus responsable à l'horizon 2050. Un riche potentiel de développement économique, mais une attention à porter sur les modes de développement choisis, là encore, pour garantir la durabilité. Une situation économique, une situation géographique, privilégiée, qui mériterait d'être davantage exploitée en lien avec les richesses patrimoniales, naturelles et culturelles, une proximité avec des grandes métropoles influentes qui offrent des avantages dans divers domaines aux territoires, en particulier aux territoires de frange, mais des coopérations à créer ou renforcer pour davantage profiter de cette proximité plutôt que d'en subir les inconvénients. J'ai toujours dit que cette démarche, elle devait être essayée de construire, de peser sur la destinée de notre région et pas seulement de subir des tendances lourdes. Une reconnaissance claire du statut métropolitain de Dijon et en même temps le besoin d'un réseau fondé sur les coopérations entre les pôles urbains de la région. Et comme la présidente, je rappelle que le couple Besançon-Dijon doit devenir le chaînon structurant de ce réseau métropolitain. Donc on insiste à la fois dans notre vision sur la reconnaissance du rôle stratégique de Dijon, sur son statut métropolitain, mais en même temps, il nous semble que Dijon ne peut pas remplir à elle seule, toutes les fonctions métropolitaines et que la création de coopération urbaine est une nécessité et que dans cet axe de coopération urbaine que nous appelons de nos vœux, qui a commencé à se constituer, qui est une démarche encore inachevée, le tandem Besançon-Dijon doit avoir un rôle fondamental à jouer. Pour définir les ambitions du SRADET, nous essayons peut-être de les résumer à deux grandes ambitions. La première, c'est de participer à la construction d'une identité commune. Je pense que cet exercice, il vient à point pour une région fusionnée. Le SRADET, c'est l'occasion, c'est un moment pour nous de mieux définir ensemble l'identité de notre grande région, l'identité de notre région fusionnée. Comment faire région maintenant que la Bourgogne et la Franche-Comté se sont mariées. Deuxième ambition, je pense que quelqu'un a rappelé hier une statistique édifiante qui, pour moi, ne rend pas discutable cette ambition, qui a dit, je ne sais plus si c'est Patrick Ayache ou quelqu'un sur les bancs de l'opposition, mais qui a dit, voilà, depuis le milieu du 19e siècle, en gros, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle stagne sur le plan démographique. Quand l'Île-de-France, sa population, elle est multipliée par 12 dans la même période. Donc pour moi, l'ambition de renforcer l'attractivité de cette région s'impose comme l'ambition fondamentale. L'attractivité dans toutes ses dimensions, résidentielle, touristique,
économique, mais je pense qu'on ne peut pas discuter, à mon avis, ce fil conducteur compte tenu de cet élément historique que vous rappeliez opportunément hier. Donc, pour répondre à ces ambitions, à cette double ambition, mieux définir l'identité de la nouvelle région, renforcer son attractivité, nous vous proposons, pour bien asseoir cette double ambition, 3 grands objectifs stratégiques. Objectif stratégique numéro 1. Asseoir, conforter, développer la réciprocité entre territoires pour faire de la diversité de notre région une force. Donc nous préférons à la théorie du ruissellement celle de la réciprocité à travers l'objectif numéro 1 que nous assignons à ce SRADET. Donc je vous propose de décliner cet objectif stratégique numéro 1 par 3 orientations: garantir un socle commun au territoire sans en laisser hors jeu, en veillant à la cohérence des initiatives, soutenir les stratégies de spécification des territoires, qui peuvent être ici ou là fondées et contribuer à la richesse de notre région, accompagner les territoires, j'y insisterai jamais assez, dans ces relations de réciprocité. Objectif stratégique numéro 2 que je vous propose pour décliner la double ambition affichée: s'ouvrir sur l'extérieur et construire des alliances. Donc nous avons une vision d'ouverture, de coopération avec les territoires voisins. Et José Almeida, encore une fois, va s'atteler à ce travail dans les prochains mois. Donc, en s'appuyant sur les fonctions métropolitaines pour faire fonctionner la région, ça, il n'aura pas de mal à le faire, c'est assez spontané chez mon collègue. Renforcer les réseaux et les coopérations qui inscrivent la Bourgogne-Franche-Comté au niveau national et international, donc travail avec les régions limitrophes, mais aussi la Suisse. Soutenir les échanges et les réciprocités entre les territoires de frange et leurs voisins. Troisième orientation stratégique qui est proposée, c'est entrer dans ce que j'appelle l'ère des transitions, c'est-à-dire inscrire la stratégie régionale dans une dimension globale et transversale, réussir, bien entendu, vous y perdriez complètement en cohérence si je ne disais pas la transition écologique et énergétique qui irrigue déjà et qui devra irriguer encore plus nos politiques publiques demain, inventer les nouvelles transitions avec les territoires sans laisser pour compte, j'y insiste, en intégrant, je sais qu'il y a certains collègues qui y tiennent beaucoup, les ODD. Voilà, j'ai essayé les objectifs de développement durable. Voilà. Vous connaissez ça, M. Sauvadet? Voilà. Et donc, j'en ai terminé pour ma présentation que j'ai voulu synthétique, mais avec José Almeida, nous réinterviendrons évidemment dans le débat. Merci, Madame la Présidente.